La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille. Je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Et aujourd'hui, je reçois Guy. Bonjour Guy. Bonjour Leïla. Enchantée. Enchanté réciproquement. Alors, je préviens juste les auditeurs que peut-être vous allez entendre en fond les enfants chanter parce que nous sommes maintenant en direct. C'est les enfants qui enchantent Marseille et ils vont chanter la Remarseillaise en ce moment même. Donc voilà, si vous entendez la chanson, c'est normal. Voilà. Guy, on commence le podcast en se présentant. Alors, qui êtes-vous ? Alors, je suis Guy, enseignant, instituteur puis prof d'école au niveau statut. À retraite, bénévole dans une association de voile qui fait naviguer les enfants handicapés en Bretagne actuellement. Et j'ai passé la majorité de ma carrière à Chartres. Je ne suis pas chartrain, mais c'est pas grave. C'est là où on vous a... Où j'ai pu côtoyer tout le groupe freiné du département dans lequel je travaillais. Et j'ai eu des formateurs, après j'ai eu côtoyé des collègues du même âge, etc. Donc ça a été une bonne dynamique enthousiasmante pour démarrer le métier. Donc combien d'années vous avez enseigné ? Alors... Est-ce qu'on peut demander ? Plus de 40 ans. Ouais, plus de 40 ans. Ok. Et Parce que, que oui, non, allez-y. Non, parce que moi je suis le fruit de la formation école normale. Donc c'est un statut peut-être qui est complètement caduque. Aujourd'hui, c'est les INSPE, quoi. Et donc on démarrait à post-bac. Ah oui, d'accord. Voilà. 2 ans de formation et après on était actifs. D'accord, très bien. Et vous êtes venu aux rencontres pour quoi faire ? Eh bien justement, parce que pour moi, les rencontres, c'est un lieu, j'en parlais tout à l'heure, un lieu miroir par rapport à la pratique, par rapport à la philosophie de la pédagogie freinée. Et je trouve ça très, très joyeux, très enthousiasmant. Je sens qu'il y a des racines fortes par rapport à ce travail de l'école dehors. On pourrait dire, on dit école dehors, moi j'aimerais bien qu'on dise aussi... groupe classe dehors, mais bon, c'est pas grave, on va pas pinailler sur les termes. Mais... ça vous dérange ? Non, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas. Ça reste correct. Oui, ça reste... oui, tout à fait. Non, le concept est bon, hein, on va pas le détruire. Non, parce que vous n'êtes pas le premier à me dire, à me dire ça aussi, ou c'est plutôt enseignement dehors, ou l'éducation dehors. Oui, parce que quand j'ai écouté Table Ronde avec des élus qui ont en charge toute la politique scolaire et plus large, effectivement, on voit que c'est un travail éducatif avec les cercles d'éducation populaire, etc. Hein, voilà. Alors, pour commencer, vous, en tant qu'enseignant aguerri, de ce que vous avez pu voir par rapport à ce que vous avez mis en place à l'époque, parce que donc, est-ce que vous avez un exemple ou une expérience à nous partager de ce que vous avez mis en place à l'époque ? Alors, et qui a un peu, je sais pas, été avant-gardiste. Alors, c'était pas avant-gardiste du tout, parce que Célestin Freinet, dans les années 1920, au retour de la guerre, comme il était blessé, il a complètement métamorphosé sa pratique d'enseignant, c'est-à-dire ne plus être un orateur qui prêche depuis son estrade. Il a fait un travail de mutualisation des compétences avec les élèves, de partage, de planning, etc. Et il pratiquait, donc qui fait écho à ce que je vois aujourd'hui et ce que j'entends, la classe promenade, la classe enquête, la classe observation, qui ensuite sert de matériau alors, un travail dit scolaire, puisqu'on pratiquera de l'écrit, on pratiquera des arts plastiques, on pratiquera des mathématiques, de la géographie, etc. On utilisera aussi le support de la correspondance avec toutes les autres régions de France avec les enseignants, parce qu'il y avait des enseignants freinés un peu partout. Donc, la correspondance était vraiment un support pour que les élèves produisent, créent et une diffusion qui fasse sens, et ils recevaient en retour des informations. Donc voilà, tout s'articulait autour de ça. Alors,
moi, je fais vraiment l'ingénu là dans ce podcast. Mais du coup, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire, ok, donc ça existe depuis 1920. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en 2025 on fait ces rencontres internationales de la classe dehors et on a l'impression aussi que des gens découvrent encore cette pédagogie et que en France, on n'a pas encore déployé ça de manière naturelle, évidente. Je pense que, avec le recul, déjà Célestin Freinet, il était combattu. Et puis après, c'est au moment des années 68 que les choses se sont réveillées. On est allé rechercher. Et on est allé pas aller rechercher dans le livresque. On est allé rechercher dans le vivant, si je veux faire. Oui. Ça veut dire des enseignants référents qui produisaient une revue. L'ICEM produisait une revue qui était très active et tout. Et après, il y a eu comme un effondrement. Vous savez, l'histoire, c'est cyclique. Et au niveau de l'éducation nationale, c'est pas le bastion le plus ouvert, le plus souple, le plus riche de sa mémoire. Souvent, c'est ça le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la mémoire, elle est plus active, elle est plus vivante. Je vois les jeunes enseignants que je peux côtoyer, je les aide, je vais à des classes découvertes avec eux pour donner un coup de main. Et ben, je vois qu'ils vont chercher là où il y a des expériences. Donc, ils ont un vivier vivant. Alors, il y a eu une perte, je dirais, après les années 90, là. Ouais. Il y a eu une perte de cette histoire et de ces pratiques. Est-ce que c'est j'allais dire, la faute est-ce que c'était quelque chose qui était dû aux institutions ou le programme scolaire qui devait... quels ont été les freins qui ont empêché cette déperdition? Qu'est-ce qui a empêché les enseignants à continuer ces enseignements dans les années 80 du coup Bon, je ne suis pas sociologue d'éducation, mais je dirais que c'est un mélange de l'institution qui s'est un petit peu rigidifiée. Donc c'est une conjugaison entre des instructions ministérielles et puis les individus aussi qui ont changé, parce que dans la pédagogie Freinet, il y a toujours cette idée de on se retrouvait dans des temps libres pour gratuitement, entre guillemets, chercher ensemble des pistes, réfléchir, etc., les expérimenter. Et je pense que cet état d'esprit qu'on trouve dans d'autres associations, dans d'autres structures. Dans d'autres métiers, voilà. Alors, c'est un cycle. Alors, ce qui est réjouissant, peut-être, c'est que le cycle il s'est affadi et puis il se réactive. On verra. Comme quoi, il faut de la curiosité et de l'échange tout le temps. Oui, et puis il faut aller chercher tous les sédiments dont on dispose, parce que pour la pédagogie Freinet, Montessori, etc., il y a des sédiments d'une richesse. Il faut être archéologue, mais archéologue sans constater seulement les ruines. Il faut édifier après, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire, j'espère. C'est ce qu'on est en train de faire, nous l'espérons. Une belle édification pour le futur. Je vais profiter de votre expérience pour me donner... Est-ce que vous avez une anecdote, des expériences à nous partager de ce que vous avez pu mettre en place avec les enfants et les bénéfices que vous avez pu constater, ce que vous avez pu développer avec eux, Alors, moi j'étais venu sur l'idée de classe découverte autogérée. Mais bon, on peut parler aussi de la classe au quotidien, parce que c'est quand même très, très important. Alors, l'idée, c'était la richesse des ateliers qui étaient installés au niveau des classes. Et moi, j'ai vu des enfants, chacun, c'était l'objectif, se retrouver à travers une pratique d'un atelier, qu'elle soit art plastique, qu'elle soit menuiserie, qu'elle soit photo, qu'elle soit écriture, imprimerie, parce qu'on avait des imprimeries manuelles. Des quoi? Et voilà. Gutenberg, tel est mon surnom. Et produire un journal, etc. Le son aussi. Il y avait des enregistrements. Il y a de très, très, très bons enregistrements. On voyait faits par des élèves. Moi, j'ai assisté à ça en tant que jeune enseignant et ça m'avait vraiment enchanté, quoi. Donc, pour répondre à votre question, variété des propositions, travail mutualisé, ne laisser personne à la traîne.
au niveau d'un groupe classe, échange avec d'autres élèves qui ne sont pas présents physiquement, mais qui pratiquent dans le même esprit. Voilà. Mes grands souvenirs, c'est aussi les classes découvertes. Oui. Parce que les classes découvertes, c'était un plus par rapport au quotidien, parce qu'on allait dans un milieu complètement autre. Mais on emmenait dans nos bagages toutes les pratiques de produire un journal sur place, aller interviewer les artisans, l'environnement humain, et puis observer l'environnement biotope, etc. etc. Oui. Voilà ce qu'on pouvait faire en classe. Exactement. Avec l'environnement proche, on va chercher un environnement lointain. Tout à fait. Vous m'aviez dit que vous avez participé aux rencontres de Poitiers, vous êtes revenu à Marseille. Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des ateliers qui vous ont plus ou moins marqué là, cette fois-ci à Marseille ? Qu'est-ce que vous avez préféré cette édition ? Moi, j'ai assisté qu'à des tables rondes. D'accord. Donc j'ai beaucoup aimé l'intervention de Louis Espinassous, parce que je trouve qu'il réenchante pour les enseignants, pour les responsables de structure. Son credo, c'est des enseignants ou des adultes enthousiastes pour que les enfants aient la joie de s'épanouir et de grandir et d'être au monde. Et moi je trouve, après, bien sûr, ça c'est un credo, mais on a besoin de ces horizons un peu lointains pour effectivement avoir la moelle pour avancer avec des enfants, quoi. J'ai envie de dire même quand on est adulte. Absolument. Mais quand on les a eu enfants, on a chargé les batteries. On s'est donné, si vous voulez, une énergie renouvelable. C'est vrai, et qu'on peut reconnaître quand on est adulte. Savoir qu'on peut puiser dedans. Absolument. Ouais. L'autre table ronde, j'ai assez apprécié les élus qui sont venus de Nantes, Nantes, Marseille, bien sûr, et puis Sur quel sujet ? Lyon. Alors c'était la ville à hauteur d'enfant. Oui. Donc le concept avec le côté architectural, le côté humain, etc. etc. Voilà. D'accord, ça vous a plu ? Ça c'était intéressant. D'accord. Voilà. Eh bien, pour terminer, Guy, donc vous êtes venu à Poitiers, vous êtes venu à Marseille. Les prochaines fois, pour les prochaines rencontres, vous voulez venir où ? Dans quelle ville ? Ah, j'allais vous dire chez moi. Vous venez d'où ? Non, mais c'est une demi-boutade, parce que vous savez que Bourges est décidément capitale européenne pour 2028. Oui, vous êtes le 5e, ok. Ah, ok, ouais, voilà. Okay. Donc, je suis le 5e berruyer. Je crois, mais oui, Bourges. Non, outre la boutade, c'est que la ville a été élue grâce justement, pas seulement sur les offres culturelles au sens strict, mais aussi sur l'idée de ces espaces pour l'école dehors, aménager la ville, etc. etc. Donc c'est pour ça que je le glisse. Vous avez raison. Voilà. Merci Guy, merci d'avoir partagé votre expérience, votre belle expérience avec nous. Avec plaisir. Et puis bonne continuation pour ces rencontres, amusez-vous bien. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à le partager et à la prochaine.